Bienvenue à tous pour la conférence de presse de The Valley of Love avec Guillaume Niclou, Gérard Depardieu et Isabelle Huppert. À tout à l'heure pour Le Petit Prince. Là, c'est bien. Très bien. Quelle chaleur, c'est pas possible. On se croirait dans la vallée de la mort. T'as vu la chaleur là? Non, ça va pas mal là. Ah non, non. Chaud. Ça sent le pognon. Je demande à Jules César d'amener un petit ventilo. Oh, mais t'as beaucoup. Il est là, le fils de Kubrick, il est là. Ah oui? Oui, il est là. Hein. Il m'a envoyé plein de textos. Merci beaucoup. Merci de vous installer. Je vous présente les personnes qui sont à cette table en partant de votre gauche. Dan Warner, comédien, l'homme qui a failli rencontrer Robert De Niro, Isabelle Huppert, Guillaume Niclou, metteur en scène, Gérard Depardieu. Je ne sais pas pourquoi tout le monde les connaît, mais ça participe du rituel. Et Sylvie Piala, la productrice du film. Guillaume, ce film, j'ai l'impression, ou je me trompe peut-être, que ça découle aussi d'un désir de cinéma. C'est un film sur la croyance, c'est un film qui réunit Isabelle et Gérard quelques années après Loulou. C'est un film où la réalité se mêle parfois à la fiction. Je sais que dans le dossier de presse, vous expliquez que cette idée vous est venue quand vous étiez à la veille de la mort. Est-ce que tout ça s'est mélangé à un moment donné pour donner le film qu'on a vu hier? Oui, c'est vrai que le lieu a été l'élément déclencheur de cette histoire. Oui. Un événement particulier qui s'est produit dans un des décors dans lequel on a tourné m'a conduit à écrire ce film en rentrant de ce voyage. Et les choses se sont installées progressivement et de façon assez naturelle. Je me suis débarrassé d'une forme d'handicap que j'avais pu avoir à me protéger et à utiliser souvent le film de genre comme prétexte pour explorer les relations humaines des personnages. Donc là, j'ai le sentiment d'avoir été peut-être un peu plus sincère avec moi-même et avec l'histoire que je voulais raconter. Est-ce que le processus du film qui est passé par différents endroits, notamment un comédien qui était prévu et qui n'était pas Gérard, est-ce que ce processus-là, avec l'aide de Sylvie qui a aussi fait rebondir le film, a participé à l'élaboration du scénario, à l'atmosphère, au climat? Est-ce que les choses sont si imprégnées l'une dans l'autre? Oui, complètement, parce qu'il y a eu là c'est totalement introspectif me concernant, c'est-à-dire qu'il y a eu un cheminement. J'ai essayé de conserver cette rétention un peu maladive qui m'empêche d'aller vers une exposition plus personnelle de ce que je raconte. Donc il m'a fallu un petit peu de temps pour m'apercevoir que finalement, d'une certaine façon, Gérard correspondait à ce que j'avais vécu de façon très très puissante dans ce canyon au moment où j'ai visité la première fois ce lieu. Et j'avais sans doute beaucoup de crainte de m'exposer autant à cette représentation par le biais de Gérard. Donc j'ai utilisé au début une sorte de subterfuge qui passait par une mythologie cinéphilique un peu plus récurrente, puisqu'il s'agissait de Ryan O'Neal, mais tout ça n'était qu'un leurre finalement, et que très rapidement les choses se sont imposées pour que j'aille me confronter d'une façon beaucoup plus sincère. Et finalement, Gérard est le noyau dur du film, d'une certaine façon, puisque c'est lié réellement à ce que j'ai vu et à ce que j'ai vécu là-bas. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais il y a une correspondance évidente entre ma rencontre avec Gérard et la finalité du film.
Alors on va venir à Gérard. Isabelle, vous par contre, vous étiez dans ce projet. En tout cas, Guillaume, vous en avez parlé assez tôt, notamment lorsque vous aviez fait la religieuse. Donc vous avez suivi tout ce processus. Est-ce que c'est une façon particulière du coup de travailler, d'aborder un personnage quand on passe par toutes ces stades, des films qui se font pas, qui changent de comédien, et puis de retrouver Gérard finalement? Oui, Guillaume m'en a parlé pendant qu'on tournait la religieuse, et puis il est assez obsessionnel, Guillaume. Enfin, c'était un peu comme une idée fixe, donc il me reparlait tout le temps de ce projet. Ça n'était qu'au stade de projet. Il m'a pas tout de suite donné le scénario. À l'époque, il n'était pas prévu de le faire dans un premier temps avec Gérard. Mais il me parlait d'un couple qui voulait réunir dans la vallée de la mort. C'était déjà assez insolite pour que déjà je m'y voyais. Voilà. Il m'a dit peu de choses dessus, mais je crois que c'était la rencontre avec le décor avant tout. Souvent, le cinéma, ça part de ça, de choses un peu inattendues, d'une histoire qu'on projette dans un décor. Ça peut être un paysage, ça peut être une maison, ça peut être un lieu. Et très vite, on se voit peupler ce décor. Bon, il se trouve que moi, je connaissais la vallée de la mort, j'y étais déjà allée. Donc, je visualisais assez bien l'endroit et j'imaginais ce que ça pouvait avoir de ressort romanesque et fantastique, parce que c'est un paysage... on se croit quasiment sur une autre planète dans la vallée de la mort. Rien, il y a rien. On peut se raccrocher à rien. C'est comme un désert. La chaleur, évidemment, est un élément déterminant. Donc tout ça concourt évidemment à fabriquer de la fiction. Et en même temps, je savais aussi que l'idée de Guillaume Niclou, c'était d'envisager des personnages plutôt comme des personnes, ce qui me plaisait bien, parce que c'est déjà ce que j'ai envie de faire d'une manière générale, c'est d'approcher les personnages d'une manière quasiment hyper réaliste pour échapper à l'idée que le personnage, qui est toujours une notion abstraite, s'interposerait entre soi et l'aventure du film. Donc lui, c'était son idée de départ, c'était qu'on s'appelle Gérard et Isabelle, et ça crée évidemment un sentiment de proximité. Ça ne veut pas dire que la fiction n'est pas à l'œuvre, mais ça crée d'emblée un aspect documentaire sur le film. Ce qu'évidemment le film n'est pas. C'est pas du tout un documentaire sur Gérard et sur moi. Mais ça crée un rapport au rôle qui est très particulier. Et puis le dialogue participait de ça aussi. Il y avait quelque chose de l'ordre de la conversation intime dans ce dialogue qui concourait à cette texture particulière du film. Donc on est à la fois dans une chose très 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 intime et très privée, et en même temps il y a une sorte de chimie assez heureuse comme un frottement qui se produit entre cette intimité et puis cette immensité mystérieuse, parfois douloureuse, quelque chose d'à la fois humaine et complètement inhumaine, voilà, dans ce film. Gérard, ce trouble dont parlait Isabelle, c'est aussi ce qui vous a donné envie de tourner et de vous plonger dans cette histoire un peu singulière? Mais non, moi j'étais très heureux quand Sylvie m'a... J'avais vu la religieuse qu'avait fait Guillaume, et j'avais vu bien sûr le travail d'Isabelle et cette jeune actrice qui était extraordinaire dedans. Aussi Mademoiselle Louise Bourgoin, mais enfin bref, il est vrai que la religieuse, j'en avais vu d'autres avec celle de Rivelle, mais celle-ci, elle m'avait particulièrement interpellé, parce que j'ai trouvé une simplicité dans le récit que j'aime, mais aussi une certaine forme de violence dans les désirs, mais aussi une sorte de mysticisme un peu gênant dans cette volonté qui est très... Bon, c'était l'époque aussi. Et puis, quand Sylvie m'a apporté... J'ai tout de suite lu le script et j'étais
émerveillé de la petite touche de fantastique et puis de tout ce que ça peut ramener à nous, en nous, cette initiation comme ça de ce retour, de retrouver, de faire 30 ans, de ne pas oublier, enfin comment dire, de retrouver ce qui se passe, le vide qu'on a eu pendant 30 ans, à travers une lettre d'un enfant que nous avons fait. Et ça, dans la vallée de la mort, moi je connais une vallée de la mort qui était à côté de Châteauroux, et qui était fort bien. donc, mais c'est vrai que c'est tout ce qu'on, comment dire, de ces actes manqués, de l'oubli de nos états, de nos vies, c'est ces interrogations comme ça, quand ça nous retombe sur la gueule, c'est quelque chose de très intéressant que j'ai pas vu dans beaucoup de films, ni même dans beaucoup de livres, sauf peut-être dans des nouvelles de Lovecraft, dans la littérature fantastique, parce qu'il y a, ou même dans Bradbury, dans le terrain de jeu, tous ces gens, cet oncle qui veut se mettre à la place de son neveu pour ne plus qu'il endure les souffrances de ses camarades de jeu. Donc ça vient, c'est du domaine fantastique, et on peut dire aussi du domaine de ce qui se passe derrière la mort, de ce qui se passe, de toutes ces questions auxquelles on ne peut pas répondre, parce que personne n'est jamais revenu de la mort. Et donc, je trouve qu'avec la vallée de la mort, avec Isabelle, que je n'avais pas vue, j'ai vu que, bien entendu, dans le quartier, parce qu'on fréquente le même quartier, mais c'est vrai que chaque film est une aventure, est un voyage différent. Et puis Isabelle en tourne beaucoup, et puis elle fait du théâtre, elle fait des choses, et donc j'étais très heureux de rester pendant 4 semaines, parce que c'est des films qu'on fait maintenant. Avant, c'était des 8 semaines, maintenant, c'est 4. Et c'est très, très bien, même 3, même, parce qu'il n'y a pas tellement besoin de... On n'est pas des machines, c'est vrai que peut-être les jeunes vont se détourner en disant « Oh putain, c'est lent, puis pour vieux, oh merde, fait chier, putain, merde, pas ça. » Mais finalement, c'est très enrichissant. Et c'est comme une lecture d'un livre avec des questions essentielles sur ce que nous avons oublié de nous souvenir. Voilà. Dan Warner, vous avez quelques... Sorry. Yes. Vous avez quelques scènes avec Isabelle et Gérard. Vous êtes plongé dans un film français un peu singulier, en tout cas par rapport à la production habituelle américaine. Comment vous avez regardé ce petit monde s'agiter, jouer Well, it was... Eh bien, should I take these off now? Yeah, it was a wonderful experience. C'était une très belle expérience. Sort of plunged into it. En effet, j'ai plongé dans cet univers nouveau. On ne m'avait pas dit de quoi il s'agissait. Lorsque je suis allée aux auditions, personne ne m'a dit que c'était un film français. On ne m'a pas donné le nom des autres acteurs. On m'a simplement parlé de la Valley of Love. Je me suis dit, pourquoi pas? Par rapport au casting, on m'a dit à ce moment-là ce qui allait se passer. C'est comme s'il ne voulait pas me raconter en quoi consistait le film et qui allait y participer pendant que j'allais pour les auditions, parce que peut-être qu'ils avaient peur que ça me mette trop de pression. En tout cas, tout a très bien fonctionné. Je me suis rendue justement dans cette vallée de la mort où il faisait rudement chaud. La première scène qui me concernait était au bord de la piscine. Je n'avais pas rencontré Isabelle ou Gérard. Et c'était une magnifique expérience pour moi. Travailler avec Isabelle et avec Gérard et Guillaume, c'était une expérience très positive. Guillaume est un très bon réalisateur, il est très détendu. Il vous laisse faire en tant qu'acteur. J'ai beaucoup aimé travailler avec Gérard. Il m'a fortement inspiré. Il était très drôle sur le plateau. Isabelle aussi était extrêmement agréable. Je me suis régalée en d'autres termes et j'étais ravie de faire partie de ce film. Quand j'ai appris qu'il avait été sélectionné pour Cannes, j'ai sauté dans l'avion et me voici.
Madame, question. Elena, Uzbekistan TV. Question to Gérard. J'ai une question à poser à Gérard et à Isabelle. I found your work as a couple, Votre travail en tant que couple full of freshness est and rempli de surprise. fraîcheur et de So surprise. you both are such an Vous experienced êtes tous les deux actors. des acteurs What si work expérimentés. stays behind this to keep Est-ce this que freshness, this vous avez surprise? dû How travailler much cette improvisation surprise et was cette during the fraîcheur? process of Est-ce que work? vous avez beaucoup improvisé lors du tournage? Isabelle qui veut parler d'abord. C'est à la fois beaucoup de travail et pas de travail du tout. Voilà. Beaucoup de travail dans le sens que pour en arriver là, il faut arriver à un certain état de concentration et puis il faut une mise en scène qui protège ce travail. Et la mise en scène, c'est être là à la bonne place, tout simplement. Finalement, ça témoigne d'une certaine, pour ne pas dire une générosité certaine de la part du metteur en scène. C'est-à-dire une générosité dont il n'est pas forcément conscient, mais c'est comment sa mise en scène va organiquement accompagner le mouvement intime des acteurs. Alors une fois qu'on est protégé de cette manière-là par une mise en scène, ce qui est la définition de toute grande mise en scène, tout simplement. C'est ce qui permet à l'acteur et aux acteurs d'être bien ensemble, d'être eux-mêmes pendant que le film se raconte. Mais ça, c'est à charge du metteur en scène de le faire. Mais c'est juste de créer les conditions favorables. Or, il semblerait que les conditions étaient presque chaque fois. Non, mais pardon, vas-y. Voilà. T'as fini, c'est bon. J'ai fini. Non, moi, je me suis arrangé pour faire ce métier parce que je voulais pas travailler. Donc, je suis tombé là-dedans par hasard, et c'est la vérité. Et je me suis rendu compte que je préférais vivre. Et c'est vrai que de vivre avec des gens qui font ce métier et puis que je regarde et dont je suis le premier spectateur, à l'intérieur d'une mise en scène, d'un cadre défini, eh bien, ça me va. D'autant plus qu'il y a une cantine, on est nourri, logé, et blanchi. Blanchi, non, parce que je ne salis pas mes affaires. Et en général, j'ai qu'un costume. Mais c'est vrai que c'est non. Cela dit, je ne veux pas sous-estimer le métier d'acteur, mais je pense que, en ce qui me concerne, moins je travaille, mieux, plus je peux vivre et plus je peux regarder ceux qui pensent travailler. Mais cela dit, je ne dis pas qu'il y ait que je comprends parfaitement la réponse de Isabelle. Mais en ce qui me concerne vraiment, là, c'était long à trouver ce pourquoi je faisais ce métier. Je me suis rendu compte que c'était par plaisir et puis que ça me facilitait la vie parce qu'il y a fut un temps où on gagnait beaucoup de pognon. Voilà. C'est vulgaire, mais c'est bien. Monsieur, deuxième rang. Rodrigo Fonseca from TV Globo Brasil. Question to Mr. Une question du Brésil pour Monsieur Depardieu. Tout au long de votre carrière, vous avez travaillé avec les grands maîtres du cinéma, Bertolucci, Chabrol, etc. Et je voudrais savoir ce que vous pensez de la nouvelle génération des réalisateurs, notamment des nouveaux réalisateurs français. En vérité, parce que je regarde pas très fort le film, je regarde les... Je me rends compte que j'en vois pas trop de films français à la télévision ou dans les DVD. On voit surtout des séries. J'adore les séries. J'adore les films où des acteurs comme, par exemple, Bruce Willis, que j'aimais pas au départ. Puis là, je trouve qu'il est extraordinaire parce que c'est des films, c'est comme des jouets. C'est un peu tous ces films où il y a des effets spéciaux hallucinants, des personnages auxquels on ne croit pas du tout, eh ben ça me plaît. C'est-à-dire que ça fait partie de l'époque de maintenant. C'est vrai que je ne rechigne pas devant un bon Rossellini ou devant un très bon Maurice Pialat ou devant il y a des grands metteurs en scène, même Marco Ferreri, je me souviens, il y a des tas de films, Carlos Saura, des Glauber Rojas, là,
Au Brésil, il y avait des grands cinéastes aussi. Mais c'est sûr que je ne rechigne pas devant ces très beaux films. Mais je dois dire que ma consommation, elle est surtout... je crois tout ce que je vois. Donc ça me suffit. C'est bien. Et je connais très mal, mais pardon, les cinéastes de maintenant. J'aime beaucoup des gens comme Audiard, parce que son physique me fait tellement penser à son père, qui était un homme d'une délicatesse et d'une violence superbe. Je pense que Jacques Audiard a aussi ça, parce qu'il a fait des très beaux films. Il y en a certainement, je ne peux pas citer que j'oublie, mais du moment qu'ils trouvent l'argent pour monter leur film, c'est bien. Mais c'est vrai que mes tendances, elles sont un peu banales, je dirais, pas tellement... C'est pas du goût des cinéphiles, voilà. Ne vous faites pas du mal, Gérard. Madame. Monsieur Matthew Hoffman for We Got This Covered. My question is for Isabelle and Une question pour Isabelle et Gérard. Dans ce film, vous jouez votre propre personne, finalement, au moins en partie. Est-ce que c'est différent de se jouer soi-même au cinéma? C'est vrai, oui, comme disait Gérard, oui, ça donne... C'est pas que ça donne moins de travail, mais c'est toujours un petit peu soi. Donc... Le fait d'ailleurs, pardon Isabelle, d'avoir joué dans la chronologie, ça change un peu ou pas du tout? On l'a pas complètement fait dans la chronologie. Presque, mais pas un petit peu, oui, mais pas complètement. Non, ça change. Ça change pas grand-chose. C'était plus confortable, mais c'est un peu anecdotique dans l'histoire du film. Bon, c'est vrai qu'on aurait peut-être eu du mal. Il tenait à faire la chronologie, Guillaume. Il était bloqué sur la chronologie. Il disait, s'il n'y a pas de chronologie, pas de ça dans la baraque. Il adorait ça. C'est vrai, Isabelle. Et bon, parfois, je ne sais pas pourquoi, ce qui nous a empêché de ne pas être que dans la chronologie, je ne sais pas, ça peut-être qu'il s'est assoupli. La chaleur. Ah, oui. Non, mais on n'a pas fait tout dans la chronologie, parce que non. Voilà. Non, oui, je vois que le débat est ouvert. Il y a eu des interdictions de tournage dues à la chaleur, ah, parce oui. que les Rangers prennent la température sur le lieu de tournage, et à un moment donné, ils nous disent, voilà, ils ont des normes de sécurité qui interdisent en fait de tourner au-delà d'une certaine température. Et les normes sont là, et les leçons. Tous les matins, on avait droit à un grand speech, sans rire. Ah oui, ça c'était très drôle. Comme à Châteauroux. Des grands speeches. Une question, madame, là-bas. My name is Hanna Lubakova. I'm from Radio Free Europe, Belarus. Radio Free Europe, une question pour Monsieur Depardieu. Récemment, vous avez dit que vous aviez des amitiés avec Monsieur Poutine. Et ensuite, on nous dit que vous avez quitté la Russie. Est-ce que vos avis ont changé? Donc, que pensez-vous de Monsieur Poutine et de l'Ukraine? Si Gérard va répondre. En tout cas, on restera sur le cinéma. Gérard nous... Oui, non, faut pas... Je suis comme tout le monde, les conflits sont très embêtants, mais M. Poutine, je le connais bien, j'aime beaucoup. Et puis, l'URSS, j'y vais toujours. Enfin, l'URSS. Ben voilà, c'est une réponse. C'est une réponse, oui. La Russie. Merci de rester dans le cadre du film à Cannes. Monsieur? Bonjour, je suis Robert des Pays-Bas et j'ai une question pour Madame Pierre en anglais. Récemment, vous avez terminé de tourner avec un réalisateur hollandais. Avez-vous l'intention de revenir l'année prochaine avec ce projet? C'est un peu tôt pour en parler dans les détails, mais oui, j'ai tourné un film avec Paul Verhoeven et c'était formidable. Enfin, le tournage déjà. Le film s'appelle Elle. Et c'est tiré d'un roman de Philippe Dian qui s'appelle O. Voilà. O est devenu L. Mais j'espère revenir ici l'année prochaine pour vous en parler. Ou ailleurs. On verra. Merci. Monsieur? Bonjour, Médio Maïs de Metro News. Une question pour Gérard. Il y a une scène assez fun dans le film où vous signez un autographe Bob De Niro. Est-ce que ce type de moment vous est déjà arrivé dans votre vie? Quelqu'un est venu vous parler et voilà, une anecdote savoureuse là-dessus.
Bon, ça vient dû m'arriver un peu, mais en général, j'aime pas trop parce que... remarque, avec Bob, c'est faisable. Parce que Bob, il signe parfois des noms qui sont pas le sien. Non, en général, je ne le fais pas parce que c'est vrai que les gens qui demandent des autographes, alors l'autographe parfois peut être illisible, mais je fais pas. Je le fais pas. Je peux le dire. Je peux dire des choses comme souvent, mais en fait je fais pas. Mais c'est d'ailleurs je trouve j'avais des certaines pudeurs. J'ai dit t'es sûr qu'il faut le faire ça? Et ben il dit oui vas-y parce qu'il pousse. Et moi c'est vrai que j'avais un petit peu de peine. Voilà. Madame. Bonjour, Morgane du magazine Le Mensuel. Dans ce film, on oscille constamment en fait entre réalité et fiction. On a toutes ces scènes, par exemple, au supermarché, qui peuvent paraître un peu longues, un peu plates, mais c'est la vie de tous les jours, donc c'est très très concret. Et on a à la fois la scène avec la jeune fille, je crois, sur un cours de tennis, que vous rencontrez la nuit, qui est complètement étrange, surréaliste. Donc il y a toutes ces questions en fait sur la mort, sur l'au-delà, sur ce qui est possible et impossible. Et est-ce qu'on peut aussi y voir dans le concret une critique un peu de notre société en voyant ces parents qui n'ont pas du tout fait leur travail de parents, qui regrettent beaucoup trop tard, une société un peu égoïste, un peu. Est-ce qu'on peut y voir ça aussi dans ce film? Guillaume. Vous adressez votre question à qui? Pardon, à vous. C'est possible si vous l'avez ressenti comme ça. Mais j'essaie de ne pas noircir le trait et de laisser la possibilité au spectateur d'imaginer ce que vous venez de dire ou de vous intéresser à autre chose si votre préoccupation est ailleurs dans le film. Là, il me semble que ça doit peut-être provoquer ou évoquer des choses dans votre vie personnelle, si vous me posez cette question de cette façon, ou peut-être que vous ne voulez pas en parler. Hein si, je ne veux pas en parler. Oui, moi, ça a des résonances, évidemment, avec un passé familial. Ouais. Ça vous suffit? Vous voulez que je prolonge? Non, c'est bien. Non, ça va. C'est bien. Madame le deuxième rang. Radio France Internationale, RFI, Monsieur Niclou, peut-être vous pouvez prolonger avec moi cette pensée. La vallée de la mort, c'est l'endroit le plus bas des États-Unis, de l'Amérique du Nord, et le plus chaud du monde. Est-ce que ça fait penser un petit peu à l'enfer? Est-ce que vous avez pensé à ce qu'on appelle Katavasis, la descente à l'enfer? Je parle de la vision de l'enfer pré-chrétienne. Je pense à Orphée, naturellement à Hercule. Est-ce qu'il y a un petit peu appui sur des racines mythologiques dans votre histoire? Parce que j'ai vu ça un petit peu comme une bouche ouverte de l'enfer. Et une question à M. Depardieu. Je soutiens la question de ma collègue soviétique, biélorusse, sur... peut-être vous pourriez développer sur votre vision. Vous êtes un homme très charmant, mais quelle est quand même votre vision sur l'Ukraine? L'Ukraine est beaucoup plus petite. J'ai pas de vision. Je trouve que c'est quelque chose qui ne m'appartient pas, ni même. Je dirais, personne ne comprend rien à l'Ukraine. Si vous voyez l'histoire de l'Ukraine, ça a toujours été comme ça. La Russie, pareil. La Grande Russie aussi, pareil. Mais ça, je n'ai pas. Je trouve, comme tout le monde, choqué. Je connaissais très bien Viktor Yushchenko et j'adore aussi ce peuple ukrainien, mais je trouve que les conflits sont pas du tout de mon ressort. Je sais pas du tout. Je sais que si la Crimée était américaine, ça serait différent. Bon, pensez-y. Voilà, mais autrement, oui, mais autrement, j'adore l'Ukraine. Je suis allé là-bas très souvent avec M. Viktor Yushchenko et je vois Viktor Yushchenko encore, qui n'a jamais voulu le pouvoir. Ce qui était plaisant chez cet homme, c'est qu'il a pris le pouvoir les mains dans les poches. Il voulait pas. C'était un homme de finance et c'est tout. Mais on peut pas tenir un peuple comme... C'est très difficile de juger. De même que pour la Russie, il y a tellement d'ethnies dans la Russie, il y a tellement de choses qu'il faut... J'ai pas la prétention ni de connaître,
ni d'être le porte-parole de quoi que ce soit. Je n'aime pas la guerre, je n'aime pas des conflits, car ça fait des morts, mais ce que je n'aime pas surtout, c'est ceux qui sont à l'intérieur des conflits, dont on ne parle jamais, mais dont la rumeur enfle et qui un jour va exploser, éclater. C'est tout. Maintenant, revenons à la vallée de la mort, de ce que vous disiez avant sur l'enfer. Je ne sais pas ce qu'est l'enfer, mais je pense qu'il y a des gens qui, 100 ans avant ou 200 ans avant, ont traversé cette vallée de la mort avec des chevaux, des femmes, des enfants, et ça, c'est inscrit dans tous les chemins, dans toutes les pierres, et ça doit être effectivement quelque chose d'infernal, surtout quand on en sort. Et ça fait partie d'un tempérament. Il faut vraiment être indésirable dans son pays pour pouvoir s'exiler et faire aller dans cette conquête de l'or, de l'argent, de tout ce qui a fait que ces gens ont bougé. Et ça fait partie de l'Amérique. Voilà. Guillaume, sur l'aspect mythologique peut-être de cette représentation. Vous avez été dans la vallée de la mort ? C'est toujours plus évident d'en parler avec quelqu'un qui a traversé cet endroit, parce que c'est quelque chose d'assez étonnant si on veut bien se laisser porter par le lieu, et si on veut bien à un moment donné oublier ce qui nous entoure dans la vie quotidienne, parce que ce sont des lieux avec une force climatique tellement forte que ça agit sur nos émotions, sur le métabolisme, et du coup on se retrouve confronté à des états qui ne sont pas ceux qu'on a dans la vie de tous les jours. Et si vous êtes prêt à vous débarrasser, à vous laisser et à vous perdre un petit peu dans des territoires qui vous sont un peu inhabituels, un peu singuliers par rapport à la vie traditionnelle, vous vous confrontez à des pensées, à un état qui est très traumatisant, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que ça peut vous emmener dans des directions assez inconnues ou assez imprévisibles. Et dans ce sens-là, oui, on peut tomber dans des abîmes, mais des abîmes assez nourrissants. Surtout... Autant dans des pays comme le Mexique ou des jungles, autant on peut devenir une pourriture, autant dans un pays comme le désert, puisqu'il n'y a personne, on ne peut pas pourrir les autres, on devient un saint. C'est vrai que dans les déserts, quelques déserts que ce soit, mais la vallée de la mort, c'est vraiment un chemin initiatique, et on ne peut pas aller contre les 60 degrés. Ce qu'il faut, c'est survivre, trouver des endroits où on peut survivre, et surtout avoir une vie intérieure assez intense pour essayer de ne pas trop se poser de questions et de supporter, d'échapper. Monsieur. Ce que je viens de dire, c'est impeccable. Bonjour, Hugues Daillet, télévision belge. J'aimerais, Gérard Depardieu, que vous rebondissiez. Bonjour, je suis ici. Bonjour. J'aimerais que vous rebondissiez sur quelque chose qu'a dit Isabelle Huppert tout à l'heure sur le fait que les personnages s'appellent Gérard et Isabelle. Oui. Dans le film, vous êtes acteur connu, vous signez des autographes, et c'est un film avec beaucoup de thèmes, mais c'est un film sur le deuil, et vous avez connu vous-même le deuil. Oui. Est-ce que c'est difficile de jouer un rôle comme celui-là? Est-ce que ça fait remuer des souvenirs à la surface? Est-ce que l'expérience est plus douloureuse que certains autres tournages? Non, pardon, je réponds. Non, ce n'est pas plus difficile. Il est évident que... Mais moi, je n'oserais pas me servir du deuil de Guillaume, par exemple, car c'est un deuil à part. Mais en revanche, je peux très bien comprendre le deuil d'un enfant que Isabelle n'a plus revu depuis l'âge de 7 ans et moi depuis l'âge de 16 ans. Je peux très bien imaginer le poids de ces 2 lettres et de ce rendez-vous. Et ça... Il n'y a pas comme ça. Il faut pas les chercher en soi, ces choses-là. Il faut les prendre en nous, Isabelle
et moi ce qu'Isabelle voyait de moi. Moi, j'étais plutôt un acteur, pas à la retraite, mais comme je suis maintenant, c'est-à-dire un acteur qui fait 10 000 choses. Isabelle est axée dans cette chose parce qu'elle y trouve une vie, une force. Et moi, je pense que dans le film, finalement, ça ressemble un peu à cette espèce de chose où je suis un peu spectateur. Mais il y a une chose, un moment très très beau que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est là quand ils se retrouvent et qu'ils s'embrassent. Ça, c'est magnifique parce que c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Sur des gens avec qui on a vécu. Et tout à coup, il y a une étreinte. Et cette étreinte devient essentielle. Alors, et puis, il revient. Donc, je trouve que c'est ça qui me touche. Je n'ai pas besoin de savoir, de faire appel à des souvenirs. Mais déjà, rien que le fait de retrouver une étreinte, c'est magnifique. Isabelle, l'étreinte avec Gérard, c'est magnifique. Mais c'est-à-dire qu'ils vont s'embrasser, mais ils ne s'embrassent pas. Mais après, on l'a fait. Monsieur, vous voulez rajouter quelque chose, Isabelle, Non, non? non, mais je précisais parce que c'est important. C'est justement, ils retrouvent, oui, des sensations, des hésitations, comme si pratiquement ils se rencontraient pour la première fois. Parce que tout d'un coup, cette très très longue absence, quand ils se retrouvent, oui, c'est à la fois comme si c'était éternellement connu et comme s'ils se revoyaient. Ils regravissent comme ça toutes les étapes d'une rencontre depuis le début. Puis d'affronter cette lettre aussi, d'affronter cette Oui. demande. Alors, on est bien obligé d'essayer Alors, sur des modes différents aussi. Oui. Parce qu'elle y croit, mais lui n'y croit pas. Il y a un scepticisme profond chez lui qui est peut-être... c'est le scepticisme de Gérard dans le film. Mais elle a une croyance. Voilà, dans ce qu'elle est venue trouver, chercher plutôt, dans cet endroit. Elle y croit. Et alors, il y a ce qui est beau aussi, c'est qu'au fond, il y a comme un transfert de cette croyance. Elle lui fait cadeau de cette croyance. C'est peut-être ça qui va les sceller à tout jamais. C'est-à-dire que de sceptique, lui, il passe à la croyance. C'est ça qu'elle lui offre. Et les corps aussi. C'est pas mal. Bien sûr, il y a les corps. Oui, bien sûr. Oui, non. Non, je voulais hausser les sourcils quand vous parlez des corps, Gérard. Non, les corps, c'est parce que c'est sûr aussi qu'il y a le temps, la marque, ces choses qu'on efface, qu'on voudrait effacer, mais qu'on ne peut pas. Et c'est des choses qui vous amènent à une certaine humilité ou à une infirmité, si on le vit mal. Mais il y a la liberté qui reprend le dessus, et la joie, l'amour et le partage, qui est beaucoup plus fort que tout ça. Les corps, quand ils sont usés ou malades, c'est un poids terrible. Mais quand ils peuvent marcher, effectivement, ils peuvent être sceptiques. On peut être sceptique, on peut être cynique. Et finalement, il y a l'abandon du cynisme et l'abandon aussi d'être sceptique. Et tout simplement vivre son corps. C'est formidable. Monsieur, dernière question, merci. Oui, Antoine Julien, mon cinématographe. La question s'adresse à Isabelle Huppert et Gérard Depardieu. Je voulais savoir, avec vos carrières respectives, comment envisagez-vous encore votre travail avec le metteur en scène? Est-ce que pour vous, la direction d'acteur a-t-elle encore un sens? Et sinon, pourquoi? Elle n'en a pas plus maintenant qu'elle en a jamais eu, déjà. Tout ce qui peut nous ramener à l'expérience ou au poids des rituels et des codes qu'on vient de s'en débarrasser. Voilà, si on se souvient encore de ça, on peut envisager l'avenir.
si on vit tout dans l'idée qu'on a appris quelque chose, oui, on peut avoir envie de s'arrêter à un moment donné. Mais la direction d'acteur, encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose. Et puis chaque film est inédit par définition. Le cinéma, c'est toujours, enfin le théâtre aussi d'ailleurs, mais encore plus le cinéma, parce que le cinéma, la langue du cinéma, c'est totalement inédit. C'est une langue qui s'invente à chaque fois selon les personnes qu'on rencontre, de sorte que voilà, on n'a pas le sentiment d'arriver avec le poids d'un savoir ou d'une connaissance. Au contraire, on arrive avec la légèreté de l'inconnu et de l'amateurisme. Ça donne beaucoup d'espoir et d'envie et de désir. D'accord. J'ai fini. Attends. Gérard, vous voulez peut-être rajouter laisse-moi, j'ai un mot. Juste. La direction d'acteur, ça existe déjà avec le casting qu'on fait, et aussi que les producteurs soient d'accord avec ce casting, puisque les producteurs sont des chaînes de télévision ou des majeures compagnies qui rentrent dans l'histoire d'un film, un budget, et après on choisit des gens qu'on aura de moins en moins à diriger et qui feront l'affaire. Ça, c'est une chose que j'ai trouvée depuis une vingtaine d'années, petit à petit. On est allé là-dedans. Parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de producteurs et que c'est très difficile de monter un film sans passer par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Alors, il faut vraiment être un metteur en scène et arc-bouté sur son histoire pour pouvoir monter son film tel qu'il le souhaite. Mais c'est vrai que ça commence là, la direction d'acteur. Ça commence par un casting. Et ensuite, il faut laisser le soin. Il y a suffisamment d'acteurs qui ont envie d'acter pour leur permettre de se poser des questions. Et puis, libre au metteur en scène de dire « tu m'emmerdes » ou d'essayer de l'écouter à fond. En général, il vaut mieux l'écouter parce qu'il boude. Après, un acteur qui boude est un acteur chiant. Voilà. Mais alors, il faut demander à Sylvie Piala si elle était d'accord avec le casting proposé par Guillaume. Oui, Sylvie, que nous n'avons pas entendu, voilà. Vous allez pouvoir conclure. Mais non, bien sûr, dire un mot. Conclusion. Bien sûr que non. non, moi je sais pas quoi vous dire. J'ai reçu le projet de film déjà tout écrit. C'est pas. J'étais émerveillée par le scénario. Et Isabelle et Gérard sont arrivés. Enfin, tout s'est fait d'une façon tellement naturelle. Moi, j'étais persuadée qu'ils avaient quand même déjà tourné ensemble depuis Loulou. Mais en fait, je me suis rendu compte que non. Donc, ça charge. Le film s'est chargé au fur et à mesure de beaucoup de choses. Mais non, je suis émerveillée par le film que j'ai produit, ce qui n'est pas très bon signe, en général, on dit. Mais voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. En tout cas, bonne journée à tous. Merci d'être venus. C'est pas y répondre, je crois qu'il a